principe de ce workshop, en fait, c'est vraiment une initiation au glitchart. C'est plus ou moins comment moi j'ai commencé au début, quand j'ai voulu faire un peu plus que juste faire des éditions aléatoires dans les fichiers parce que c'est drôle, mais au bout d'un moment, tu as vraiment envie d'avoir un peu le contrôle faire du glitchart. C'est non pas seulement faire parler ta machine, mais c'est aussi collaborer avec. C'est une manière dont tu vas faire participer tous les gens qui ont conçu ta machine, qui ont conçu ces algorithmes de compression à ton œuvre d'art. Et tu vas vraiment leur donner une voix. Alors c'est peut-être un peu partir loin ce que je dis là, mais après 4-5 ans de full glitchart, j'aime beaucoup penser à ça comme ça. Donc ouais, ce workshop, on se peut-être un petit peu sur le format JPEG parce que c'est un format qui est super ludique et qui encaisse vraiment beaucoup de choses. C'est aussi un format qui est assez joli quand il casse. Je sais que c'est pas super objectif de dire ça, mais je pense que dans le glitchart, c'est aussi ce qui rend les choses belles, c'est qu'on n'est pas du tout objectif, on compare à la machine. Et du coup, le JPEG donne. Je sais pas si vous avez déjà vu des JPEG buggés. Parfois, par hasard, ouais. Ça donne des petites lignes en fait. Pas forcément volontairement, mais ouais. Pas forcément. Mais, et ça donne des petites lignes. Attends, moi je vais peut-être trouver ça sur internet très vite fait. JPEG glitch. De toute façon, tu prends n'importe quel JPEG sur Voilà, n'importe quel site, tu essaies de le télécharger avec le Wi-Fi et il va être pété. Voilà, les patterns de JPEG en fait, ça ressemble à peu près à ça quand c'est glitché. Donc là en fait on voit vraiment plus là-dessus. Je sais pas qui disait qu'il connaissait le DCT ici. Ouais, le Weststock qui connaît DCT. Discrete Cosine Transform. En gros, là sur cette image on voit bien la division. Voilà, on voit moins ici parce qu'il y a vidéo projecteur. Mais chaque carré en fait ici sont ce qu'on appelle des macro-blocs. Donc qui font 64 pixels, chacun il me semble que c'est 8 par bits. Et chacun en fait est ce qu'on appelle un macro-bloc de compression. Parce qu'il va être passé par l'algorithme de DCT et du coup va avoir une forme sinusoïdale mais en 2 dimensions. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais c'est juste pour montrer qu'en voyant cette image, on voit qu'il y a vraiment une utilisation de la compression par macro-bloc. Et donc c'est une compression qui est particulière au JPEG. Quand on va faire bugger d'autres fichiers, on va avoir différentes choses. Donc, par exemple, j'avais quelque chose. There we go! Examples of different data bending techniques. Donc, pour le coup, ça c'est en vidéo. Donc, ça c'est quand on va faire bugger les motion vectors, donc les frames intra-frame, donc entre les images clés. Et on va en fait allonger et on va multiplier ces vecteurs pour qu'ils exagèrent le mouvement. Et du coup, ça va faire que les macro-blocs, donc on reconnaît encore une fois des macro-blocs ici et là, qui vont vraiment se mélanger entre eux et tirer vraiment l'image. Donc ça, c'est particulier à la vidéo. C'est vrai que quels que soient les codecs en vidéo, on a souvent un résultat qui se rapproche de ça parce que la plupart des méthodes de compression en vidéo en fait jouent avec la prédiction. Alors ça, c'est un de mes glitches préférés. Ça a été fait. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle du world glitch. Donc c'est quelqu'un qui a juste pris en photo sa télévision. Et on peut voir que c'est une télévision numérique par le fait que, encore une fois, on reconnaît du macro-blocking, mais aussi de l'entrelacement, bizarrement. Mais c'est clairement pas de l'analogique parce que sur l'analogique, quand il y a un bug, vous connaissez l'analogique. Juste faire quelques petits exemples comme ça pour mon introduction. Donc là, pareil, c'est une glitch de vidéo. Encore une fois, les macro-blocs un peu partout. Et ce qui se passe, c'est que là, il y a 2 plans qui ont été superposés. Il y en a un pour lequel, donc le premier, c'est celui où il y a on va supposer que c'est une mère et une fille qui câlinent. Et le deuxième plan, c'est quelqu'un qui ouvre une porte. Et en fait, ces 2 plans ont été mis l'un à la suite de l'autre. Et le deuxième, on a enlevé l'image clé. Ce qui fait que seulement les vecteurs de mouvement et les macro-blocs qui se réajustaient, donc ceux autour du mouvement, sachant que le mouvement, c'était juste quelqu'un qui ouvrait la porte, se sont mis à jour. Donc tout le reste de l'image est resté à peu près pareil, mis à part si on va par-ci par-là. Et du coup, l'ouverture de la porte, en fait, a mis à jour l'image pour donner ça. Et ça donne de jolies compositions parfois. Alors ça, c'était
ouais, cette série d'images, c'est vraiment une série d'images que j'ai sortie en 2016 pour un workshop. Du coup, il y a un peu de tout et de rien. Ça, c'est pas vraiment du glitch art, c'est juste quelqu'un qui utilise MS Paint super bien. En fait, à la base, je fais partie du Glitch Artist Collectif, qui est une communauté de glitch artistes en ligne un peu autogérée, enfin, très, très ouverte sur toutes les pratiques d'art numérique. On a tendance à appeler glitch art un peu tout et n'importe quoi. Enfin, mais du coup, ça, pour le coup, c'est un type assez carré de notre communauté qui fait vraiment de l'art avec MS Paint, qui n'a rien à voir avec le glitch, mais qu'on aime bien arborer dans la communauté quand même. Toutes ces techniques sont vraiment pas de la mauvaise utilisation de Paint, mais c'est pas du tout une utilisation linéaire qu'on pourrait en avoir en fait. Il va jouer en fait avec les resizing, petit puis grand, puis en diagonale, en oblique, non, tout à la main, tout à le ouais. C'est assez bon ce truc. Après, il a jamais voulu me dire toutes ces techniques. Ouais. Je sais qu'il en a dans l'idée. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment du glitch analogue. C'est Roberto Malano qui a fait ça, un artiste canadien. Et lui, sa passion, c'est vraiment les signaux analogiques. Donc, il a commencé comme n'importe quel artiste analogue dans les années 80, à être complètement passionné par ces écrans qui ne marchaient pas et les signaux qui ne recevaient pas. Et aujourd'hui, en fait, il y a une grande communauté qui s'est formée au cours des années sur le soft bending et sur les gens qui aiment bien tordre le signal analogique. Et ça, du coup, c'est fait avec de l'équipement designé par Logan Albemov, qui est un autre pas si important que ça, qui du coup va jouer ici pareil que dans la communication numérique en supprimant pas une image clé, mais cette fois le signal des trames. Après, je ne suis pas un expert en signal analogique en fait, mais ce qui se passe, c'est que le signal analogique, au début de chaque bande, et dites-moi si je me trompe vraiment, mais il me semble qu'il y a un signal qui indique que ça c'est le début d'une trame. Et en fait, quand on oublie quelques signaux qui expliquent qu'il y a le début d'une trame, ben, la télévision ne sait pas où mettre où le début, ne sait pas où mettre le début de cette trame. Et du coup, il va se retrouver complètement décalé, jusqu'à ce que tout d'un coup, il retrouve le signal, et là, il se passe. Et du coup, ça donne des images un peu comme ça. On trouve pas mal ça aussi dans certains formats comme le BMP, où le BMP, en fait, dans son format de fichier, au début, on dit que c'est un BMP, et en second lieu, on dit quelle dimension il a. Si on ne dit pas quelle dimension il a, en fait, il ne saura pas où commencer, et du coup, on trouvera une image qui est complètement décalée. On va peut-être pouvoir faire ça en JPEG aussi plus tard. Ça, aucun rapport. Très loin. Et ça, c'est un des plus passionnants pour le coup. C'est pareil, c'est quelqu'un du Glitch Artist Collectif, Hervé Canic, qui lui, à la base, il est réparateur de MacBook. Indépendant, professionnel, donc il a un peu pris un gros coup avec Amazon récemment. Mais en gros, chez lui, il doit avoir 3000, 4000 MacBooks et il les répare à cette sauce. Et une fois tous les 200 MacBooks, il chope une machine qui a un glitch en particulier. Et souvent, il y a des glitches de GPU, il peut y avoir des écrans cassés, et du coup, il va faire de l'argent. Du coup, ça, je ne pourrais pas du tout l'expliquer pour le coup. C'est vraiment des machines assez uniques qui font ça. Et du coup, là, c'est vraiment une glitch de GPU. Donc, pareil, ça va être un décalage d'écran, donc j'imagine que c'est un problème de trame. C'est assez. On a une autre de lui, ouais, voilà, mais ça, c'est une autre de lui pour le coup, qui cette fois-ci avec des écrans cassés. En fait, il aime bien dessiner des paysages en plantant des tournevis dans ses écrans. Voilà. On va peut-être pas faire ça aujourd'hui non plus parce qu'on a pas les machines pour. Ça, ce serait pour le coup du digital, c'est du WebP. Donc c'est le format que Google a poussé ces dernières années, qui est assez hallucinant comme format. Parce qu'il suffit d'un seul bit de modifier vraiment un seul caractère pour que tout d'un coup tout soit complètement transformé en image. Et en fait, ça on le retrouve souvent dans le glitch art, c'est que plus les formats fichiers sont compressés, plus notre action va avoir un impact immense sur l'image. Alors que si on tape sur des formats non compressés comme du BMP, ben on va modifier un pixel. Si vous voulez faire partie du workshop ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous installer d'ailleurs. Voilà. Mais sinon. Et ça, pour le coup, c'est du glitch de PNG. Donc le PNG joue sur beaucoup de prédictivités différentes, donc je ne saurais pas vous décrire les détails très explicitement. Par contre, une chose qui est intéressante avec le PNG, c'est que le format de son fichier est un checksum. Donc c'est une addition, et si à la fin de cette addition, le résultat n'est pas égal à un chiffre spécifique, le PNG ne se lira pas en fait. Et du coup, quand on met du PNG, la première chose qui se passe, c'est qu'il devient illisible. Et du coup, on doit
va réparer l'addition. Et une fois qu'on a réparé l'addition, on peut avoir des résultats comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est du glitch 3D, mais qui après a été repris dans le logiciel rendu. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on voit pas très bien. Merde, ouais, c'est dommage. Hop. Je mets ça sur mon ordi très vite. Ça, c'est du glitch de BMP du coup où les trames ont été perdues. Et du coup, sur le bas, on voit que les trames sont complètement parties en vrille. Ah. Et c'est d'ailleurs un des effets les plus simples qu'on donne aux gens qui débutent dans le glitchart. Ça s'appelle le WordPad Glitch. Et il suffit d'ouvrir une image en BMP dans WordPad et de littéralement rien faire et juste de la sauvegarder et de la re-sauvegarder. Et en fait, WordPad va ajouter un bit quelque part dans l'image et créer ce genre de glitch. Donc on appelle ça de WordPad glitch, c'est un peu notre Hello World à nous, si je peux me permettre. Mais voilà, voilà. Donc pour cette session, on va se focaliser un peu sur le format JPEG. Est-ce qu'on est tous familiers avec la compilation ici du coup, sur comment ça marche? Ouais. Je vais faire un petit rappel quand même très vite fait si jamais. En informatique, c'est super cool parce que chaque image, en fait, chaque vidéo, chaque PDF, en fait, c'est juste une série de 0 et de 1 qu'on ouvre avec des logiciels différents. Donc on va ouvrir une image avec un logiciel pour ouvrir une image ou un éditeur d'image, on va ouvrir une vidéo avec VLC, on va l'ouvrir avec quelque chose d'autre. Et ce qui est passionnant avec GitChart, c'est que quand ces données-là sont corrompues, chacun de ces éditeurs d'images, chacun de ces afficheurs d'images ont une manière différente d'afficher ça. Mais pourtant, elle n'est pas visible à nos yeux quand l'image n'est pas corrompue. Mais quand l'image est corrompue, pour le coup, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des différences entre ces programmes. Et ça, c'est une des caractéristiques qui est vachement intéressante dans le glitchart parce que du coup, quand on fait une œuvre de glitchart et qu'on envoie le fichier JPEG ou le fichier BMP ou AVI à quelqu'un qui lui a un autre OS, qui lui a un autre lecteur de vidéo, tout d'un coup le glitch sera lui-même être différent. Et en ce sens-là, le glitch est très difficile à capturer. On abordera peut-être plus tard un mot qu'on utilise dans la communauté qui s'appelle baker. Donc c'est le même mot en U3D qu'on utilise pour dire qu'on enregistre ce qu'on a fait. Et baker, en fait, c'est la philosophie what you see is what you get. Donc ce que tu vois sur l'écran, je vais vraiment coder en Dieu. Et cette fois, ça s'affichera de la même manière partout sur tout l'écran. Après, voilà, philosophiquement parlant, on se bat parfois dans la communauté pour savoir si afficher du glitchart, baker, est-ce que c'est vraiment du glitchart ou est-ce que c'est prendre une photo du glitchart. Mais du coup, glitcher le rendu ça a été fait, c'est vraiment méta à ce niveau-là. Donc ouais, en termes de compétition, il en existe plein de différentes, comme je vous ai présenté là juste dans le slideshow, qui utilisent tous des principes différents les uns des autres. J'ai longtemps que je n'ai pas fait ça, j'ai déjà longtemps pensé de mais ouais, juste pour ceux qui ne connaissent pas du coup la compilation, imaginez un fichier image qui serait décrit de manière avec plein de A, plein de B, plein de C. Ouais. Voilà. Donc, comme je disais, chaque image vraiment est une série de caractères. Donc, on va imaginer cette série de caractères-là qui définit une toute petite image. Compresser en fait, l'image revient à compresser cette série de caractères. Donc en ce sens-là, on verrait qu'il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. On va définir une règle en fait qui va juste compter le nombre de A et qui va dire il y en a 7, du coup on met un 7 et on met un A juste après. Pour les B, du coup on va faire 6B, 4C et 5D. Et en fait, en faisant ça, on économise à peu près tout ça de place, enfin exactement tout ça de place dans l'image. Et ce qui nous permet en fait de simplement compresser les données en utilisant moins sur son ordinateur. Ce que je voulais relever en fait par rapport au glitchart, c'est que je
trouve qui est assez intéressant, c'est que c'est comme, qu'on précise un peu, c'est comme, comment dire, c'est comme plier ses t-shirts. C'est-à-dire que si ton t-shirt il est complètement déplié et que tu vas prendre un tournevis et que tu vas faire un trou à l'intérieur, tu vas faire un trou dans ton t-shirt. Mais si ton t-shirt il est plié, rangé dans ton armoire et que tu vas faire un trou avec dans ton tournevis, ben, tu vas voir sur la manche, tu vas aussi voir sur le corps, sur l'autre manche. Et dans ce sens-là, quand tu vas faire du glitch sur des données compressées, donc imaginez, je vais changer un caractère ici, je vais changer le B, je vais le changer en H, et bien ici, tous les B deviendront des H. Alors que si je vais changer juste un seul B ici, ben, il y aurait juste un seul B qui serait devenu un H. Donc voilà, voilà. Ben, je vous invite tous, enfin ceux qui ont des ordi et qui veulent participer, à trouver un éditeur hexadécimal si vous en avez un sur votre ordi. C'est fait. Et à télécharger une image de Facebook ou d'ailleurs. Enfin, j'aime bien le cas de figure Facebook, mais on va peut-être pas le faire. Donc juste télécharger une image en fait, et on va l'ouvrir dans GIMP pour qu'on ait tous les mêmes settings sur l'image. Dans GIMP ou autre chose, hein. Photoshop, ça marche aussi, c'est juste que je connais pas trop. Du moment que vous avez accès à des options, alors moi j'ai pris une image de Jonathan. Ah, excellent. Et en gros, il y a certains formats de fichiers, comme le JPEG, qui permettent plusieurs options. Donc le JPEG, pour en parler, c'est un format dont on a beaucoup voulu se servir pour l'internet, il me semble. Et du coup, on a inventé aussi on a rajouté au JPEG la possibilité de faire du JPEG progressif. Donc c'est quelque chose qui se préload, il me semble, dans le browser. Et encore une fois, je suis pas un pro, donc dis-moi si je me trompe. Ouais. Et du coup, il va y avoir une deuxième partie dans les données du JPEG, qui sont en fait un préchargement du JPEG. Donc ça c'est pour le JPEG progressif, mais sinon on va faire le JPEG baseline, donc c'est vraiment les données basiques du JPEG. On va se prendre une image, du coup je sais pas si vous avez tous une image ouverte, mais on va se l'exporter. Donc moi je vais l'exporter comme Jonathan 2, et on va se faire des settings. Donc là vous allez voir les settings s'afficher sur mon ordi peut-être. C'est un petit peu chaud. Donc, on va mettre en gros la qualité à 100%. Et on va aller dans les options avancées et on va décocher optimiser, décocher progressif. C'est surtout ça l'important en fait. Donc on veut pas d'optimisation, on veut pas de progressif. Donc dans GIMP c'est là, il me semble que dans Photoshop tu l'as trouvé aussi. Ouais, c'est super. Et vraiment mettre la qualité à 100%. Parce que voilà, comme je disais, si on met le progressif, on va avoir une autre partie dans notre fichier en fait qui décrit l'image progressive avant de décrire l'image en elle-même. Pour les JPEG à 100%, c'est pas le signe, c'est sans perte ou un JPEG à 100%, je t'avoue, je pourrais pas te répondre avec certitude, mais il me semble que c'est sans perte. Ouais. Non, parce que t'as moyen de. Si tu te souviens d'un BMP qui est à côté d'un Parce que t'as du JPEG lossless. C'est possible. Ouais. Parce que le DCT en fait permet de faire ça. Alors ça prend beaucoup de place, mais le DCT permet de faire du lossless. C'est quand tu vas vraiment taper dans les tables de quantisation et tout ça que là, enfin, tu vas vraiment racler les numéros et tout. Tu pourrais répéter les settings? Ouais, il n'y a pas de souci. Hop, ici là, j'en attends deux. Alors, exporter. Je suis désolé qu'on va pas beaucoup, j'aimerais bien toucher un peu le truc. Exporter. Alors, voilà, j'ai juste mis la qualité à 100% et j'ai décoché optimiser et progressif. Après tout le reste, on s'en fout un petit peu. Qualité à 100% et décocher. Ouais, optimiser et progressif. Okay. Juste pour illustrer un petit peu ce qui se passe dans le JPEG quand on fait ça, je vais faire un petit dessin. En même temps, je le vois le JPEG. Donc, je vais juste ouvrir le JPEG dans un éditeur hexadécimal pour vous montrer quelque chose. Ah. C'est vrai que toutes mes consoles sont transparentes. En fait, en ce moment, je fais des performances vidéo avec les consoles et VLC, et du coup, mon VLC, toutes mes consoles et tous mes VLC sont transparents. C'est assez génial. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et à côté de ça, j'ai envie de faire un petit dessin pour vous montrer un truc. Est-ce qu'il y a moyen de faire de ces deux-là? Ok.
en fait, j'ai ouvert le fichier en JPEG. Donc je vous ferai après juste montrer un petit truc par rapport aux images. Donc ici on voit les données en hexadécimal. Et en fait la colonne de droite, c'est une colonne qui est complètement équivalente, c'est juste les données en ASCII. Donc c'est les données lisibles à nos yeux. Quand on programme en général un format de fichier, on a envie d'avoir quelque chose qui est lisible par la machine, mais quelque chose qui est à la fois aussi lisible par nous. Au cas où on a besoin de débugger, au cas où on a besoin de comprendre son contenu, tout simplement. Et du coup, là, il y a ça j'ai jamais su à quoi ça correspondait, mais c'est une suite de chiffres que j'aime énormément. C'est juste 4, 5, 6, 7, 8, 9, CD, E, F, G, H, I, J, K. Et c'est un des premiers glitches que j'ai jamais fait, c'était prendre le C et le transformer en B, et c'est vraiment modifier juste un seul bit, et ça modifiait toute l'image. J'étais assez content quand j'ai découvert ça. Après, je vais vous montrer les marqueurs et tout, mais en fait, le truc qui est cool ici, c'est qu'on a une vision vachement verticale de l'image, du coup. Donc, ce qui est assez évident, en fait, c'est que quand on lit une image dans un éditeur hexadécimal, en fait, elle est décrite à peu près de haut en bas. C'est-à-dire que le haut du texte de l'image, le haut d'ici correspond à peu près au haut de l'image, le bas de l'image correspond à peu près au bas de l'image ici. Donc là, on a un JPEG assez baseline, mais si on n'avait pas un JPEG baseline, en fait, on aurait une structure de fichier un peu comme ça. Hop, donc juste décrire un fichier horizontal. Là, je redessine vite fait les éditeurs hexadécimales. Ouais. Donc, tout fichier, en général, est compris à peu près d'un header. Donc, c'est vraiment le haut du fichier qui va avoir des métadonnées. Donc, des données vraiment importantes pour la construction de ce fichier. Un footer, qui en général conçoit aussi des données comme ça. Donc, il ne me semble pas que le JPEG en ait, mais il y a des fichiers comme le Targa qui en ont par exemple. Et à peu près le milieu, où c'est littéralement le contenu de ce fichier. Alors, ce qui se passe dans le JPEG ou dans d'autres choses, c'est que, vous vous souvenez, je vous ai dit de ne pas enregistrer en mode progressif. Alors, en fait, si on l'avait enregistré en mode progressif, il y aurait une partie en plus ici. Le contenu serait scindé, et là, il y aurait l'image progressive, et là, il y aurait l'image normale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dans le JPEG, quelque part, mais je ne sais pas où, parce que j'ai jamais cherché à comprendre, il y a aussi la miniature qui est stockée quelque part. Et quand il pense dans le JPEG, du coup, si tu prends le JPEG complet, tu as l'image qui est stockée là, tu as l'image qui est stockée là, l'image qui est stockée là, à plein d'endroits différents. C'est assez marrant. Donc ouais, je ne sais pas si vous avez déjà fait du glitch avant en hexadécimal. Non. Mais limite, si vous voulez, faites une copie déjà de votre image et essayez de voir un petit peu si vous pouvez taper au milieu du contenu pour voir si on peut faire quelques modifications faites dans cette partie-là du fichier. Donc si vous ouvrez votre éditeur, vous ouvrez l'image de l'intérieur et défilez à peu près avec la ligne de scrolling jusqu'à la moitié du fichier. Et là, n'hésitez pas à faire des petites modifications par-ci par-là, même plusieurs si vous voulez. Mais faites vraiment une copie de votre fichier avant. Ouais. Je vais en faire aussi, tiens. Ouais, c'est ça. Juste voir si ça marche. Parce que souvent, quand on fait des workshops, il y en a pour qui ça marche pas. Et j'arrive pas à le corriger en général. Je me sens très mal. Et... Oh, bien. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Pour l'instant, ça va. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, tu as quelques lecteurs d'images qui réparent de même les choses. Ça, c'est assez génial. Je sais que, par exemple, là, il y a que dalle pour moi. Après, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vu qu'on est en format très peu compressé, on est à Biest, vu qu'on est en format très très peu compressé, les glitches sont vraiment très légers, surtout si on modifie un seul caractère. Oui, voilà. Alors le truc qui serait vachement pratique à faire en fait, dans les formats très peu compressés, c'est comme on fait dans les BMP, dans la communauté, c'est on va faire du search and replace. On va prendre une lettre, on va dire tous les A, on va les transformer en B. Alors c'est assez facile en fait à faire en BMP parce qu'en BMP, il n'y a pas de données cruciales. Et du coup, si tu transformes tous les A et tu les mets en B,
vu que dans BMP il n'y a pas la lettre A, ça. Mais si je fais ça en JPEG, en fait, le JPEG, comme je disais, il a un header. Et dans le header, il y a beaucoup de A. Il y a beaucoup de tous les caractères, et du coup, c'est un petit peu embêtant. Du coup, tu peux faire du search and replace, mais il faut dépasser à peu près le header. Alors, je sais pas si on peut retourner sur l'éditeur de fichiers hexadécimal là. Putain, je l'ai foutu là. Je vais juste fermer. Je vais y retourner ici. Donc là, je regarde là. Et ce que j'aime bien faire en workshop, c'est un peu redécouvrir avec vous tout ça. Hop. Donc là, on voit qu'il y a plein de petits espaces. Enfin, on va vraiment découvrir ça de manière assez naïve. Donc là, je vois qu'il y a écrit JPEG tout en haut. Il me semble que c'est un truc à voir avec JPEG. Ça doit être, ouais, Ça, c'est format fichier. c'est ça. Super. C'est pas le même. Oui. Pareil, quand on ouvre un BMP, en fait, on a juste un gros BMP dans les 3 premiers caractères. Quand on ouvre un AVI, on a quelque chose aussi. Et plein d'espaces blancs, ces caractères-là que j'aime bien. Et direct après, on a quelque chose qui ressemble, qui est plus ou moins régulier en fait. Et du coup, on peut dire ça, c'est sûrement le contenu du fichier. Du coup, si jamais on voulait éviter le header, on pourrait juste commencer à partir de là. Mais c'est pas super certain non plus. Moi, j'aimerais bien quand même faire du genre être sûr de là où je tape. Et du coup, quand je voulais m'intéresser à ça un peu plus sérieusement, je suis allé voir sur Wikipédia. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens super sympas qui avaient mis en ligne des spécifications de ces fichiers. Et ce qui en soi est superbement logique. Et hop, où est-ce que j'ai mis? Putain, encore une fois. Hop, voilà. Est-ce que ça va, on va bien le trouver ou pas? Je vais essayer. Voilà. Donc là, je viens de voir une page Wikipédia juste sur le format JPEG. Et je suis allé dans l'onglet syntaxe et structure parce que c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des types qui ont inventé des marqueurs. Et les marqueurs, c'est super pratique parce que c'est comme des marque-pages en fait dans un fichier. C'est un truc qui te dit à cet endroit-là, il va y avoir ça. À cet endroit, il va y avoir ça. Moi, mes marqueurs préférés, c'est dans le format .avi parce qu'ils sont super clairs. Il y a le marqueur du header du fichier qui s'appelle HDRL, le marqueur du contenu du fichier qui s'appelle movie, et le marqueur de l'index qui s'appelle IDX1. Et c'est super lisible, j'ai juste à faire recherche, aller dans IDX1. Et si j'ai envie de faire bugger l'index d'un fichier AVI, je fais recherche IDX1 et puis juste à faire un l'index. Ça c'est génial. En JPEG, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça non plus. Donc là ici, on a le petit nom du marqueur. Donc ça ne nous parle pas tant que ça. On peut imaginer que SOI du coup c'est Start of Image, SOF Start of Frame, après c'est pas forcément intéressant. Là il y a les bytes, donc c'est dit pour vous, c'est limite si vous voulez aller sur Wikipédia, sur la page JPEG, sinon je peux vous le dire une fois aussi. Mais on remarque sur les bytes et marqueurs que tous les marqueurs commencent par un FF. C'est bien ça. Hein. Et qu'il n'y a pas tant de FF que ça en fait dans le format JPEG. Donc en fait on peut se dire que littéralement les marqueurs ils sont facilement repérables. Là j'ai un FF104 par exemple, là où j'ai un FFDB, là où j'ai un FFDB suivi par un FF8, je crois, j'arrive pas à lire d'ici. Mais ce qui est sympa, c'est pas forcément les marqueurs qui disent le début d'image. Ou alors si, comme je disais tout à l'heure, c'est assez sympa de pouvoir se dire, ah l'image est commencée, du coup je peux commencer à faire mes éditions à partir de là. Mais moi ce que je trouvais assez passionnant, c'était que en fait il y avait des marqueurs qui décrivaient des choses que je ne connaissais pas du tout. Qui définissaient des tableaux de Hoffman, des tables de quantisation, plein de choses. Je crois qu'il y a même la taille de l'image quelque part, enfin les dimensions de l'image. Non, pas ils sont déjà. Start a frame. Ok. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'était cool si on modifiait un peu des trucs de là, quoi. Donc on va peut-être faire ça. Donc c'est lequel qui pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait être les. On va se prendre une table de quantisation du coup. Donc les tables de quantisation elles sont marquées par 0 FF, 0 dB. Donc
va chercher un FFDB. Ouais, D comme Damien, B comme Bastien. Donc FFDB, on va checker s'il y en a. Donc, je pense qu'on peut tous faire un contrôle F. Et bien penser à taper en hexadécimal par contre, pas en ASCII. Boum, alors moi j'en ai 2. Voilà. Alors ce qui est assez. Ouais, là on se dit merde, du coup il y a 2 tables quantisation et tout, c'est quoi, ça se passe comment et je vous avoue entièrement, je pourrais pas vous dire pourquoi il y a 2 tables quantisation. Je sais parfois il y a plusieurs tables parce que l'image est imposée de. Par exemple pour le DCT, il va y avoir un canal rouge, un canal vert, un canal bleu. Et du coup, il y a un DCT qui est fait pour chacun individuel. Pour les tables de quantisation, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y en a 2. Alors, on remarque aussi que dans les tables de quantisation, une petite chaise, j'ai piqué une petite chaise. Donc, si FFDB, c'est le marqueur qui indique le début d'une table de quantisation, et que chaque marqueur est délimité par du FF quelque chose, ça veut dire que tout ça, de là à ici, c'est une table de quantisation. Et donc tout ça, FFC4, c'est la prochaine table de quantisation. Donc on dit que toutes ces données-là, on pourrait les modifier si on voulait. Quoi. Alors par expérience aussi, j'ai remarqué que les 0043, qui étaient après chaque marqueur, si on les éditait, ils faisaient juste absolument tout foirer. Et j'ai appris plus tard qu'en fait c'était des choses qui définissaient la taille des tables. Juste après avoir déclaré en fait une table, on s'est dit que c'était pratique de savoir quelle taille elle allait avoir, parce que ça permet de former le plus facilement. Et du coup, on va essayer de ne pas modifier ni le nom du marqueur, ni la taille de la table, mais plus les données entre les trucs. Donc ouais, moi je pense que je vais prendre la première table de quantisation. Et putain, même, pardon, c'est même les 3 premiers bits après le marqueur. Donc le premier 0,1 là qui est après le FFDB. Je vais le modifier en 0. Hop. Voilà. Oh, ça a tout changé. Ça a tout changé. Superbe. Parce que c'est le moment très gênant parfois où je suis. Donc tout d'un coup rien n'a changé. Oh là. Donc voilà. Là ça a vraiment tout changé. Vraiment très moche d'ailleurs. On va peut-être essayer d'autres choses. Voilà. Moi il veut plus l'ouvrir. Boum. T'as quoi comme OS Tu lis tes images avec quoi Chez FH. Je peux ouvrir. Après, tu peux ouvrir dans GIMP aussi. GIMP, il encaisse pas mal les chocs. Si jamais. On va mettre un 0,2 à la place. Ouais, non. Je lui fais mal. Tu lui fais mal. Est-ce que tu as d'autres lecteurs d'images limite Là, ça change un peu genre le contraste. Ouais. Alors du coup, ce qu'on peut peut-être se dire là, c'est que ben voilà, on peut assumer que ça nique un peu le contraste. Et du coup, non, je peux dire et du coup, en essayant de modifier la deuxième table de quantisation, on peut peut-être essayer de faire une autre estimation. Donc hop, je vais modifier la deuxième table de quantisation, voir ce que ça fait. Et là, je vois que c'est du noir et blanc. Et du coup, là, je peux me dire, ah, mais du coup, la première table de quantisation, ça a peut-être quelque chose à voir avec la brightness, contraste et tout. Les deuxièmes tables de quantisation, ça peut peut-être avoir plutôt le contenu de l'image plutôt que la couleur. Est-ce que je peux te dire d'une manière ou d'une autre Si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps pour régler quoi que ce soit. Checker un peu. Alors ouais, ce qui est assez simple, du coup, c'est que les miniatures vont être souvent différentes du contenu du fichier lui-même. Parce que vous avez bugué le fichier, mais peut-être que vous allez aussi bugger la miniature. Et peut-être que l'un va être bugué indépendamment de l'autre, comme je disais. En fait, comme je vous montrais dans GIMP, là, dans mon super beau dessin, c'est que l'image, elle peut être là plusieurs fois. C'est-à-dire que hop, si H c'est le header de l'image, M c'est la miniature, M on va dire c'est la miniature, P ça va être le truc progressif, là j'arrive pas à dessiner. Bon.
parce que Si l'image, du coup, elle est 3 fois, elle est en miniature ici, en progressif ici, en contenu ici, et qu'on fait bugger juste le contenu, et la miniature, elle ne sera pas buggée. Ni le progressif sera buggé. On peut aussi bugger que le progressif d'une image, et ça serait super drôle. J'ai vraiment envie d'essayer, du coup, de faire un site web où il y a juste les parties progressives des images qui sont buggées. Comme ça, quand les gens chargent ton site web, au début, c'est bug, et quand ils ont fini de charger, c'est tout bon. Voilà, non, c'est un peu ce genre de démarche qui fait de nous enfin, des gens en plein de réflexion par rapport au glitch aussi qui donne cette patte artistique, c'est vraiment de réfléchir à comment tu vas retourner un système en fait à ton avantage. Qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu peux l'utiliser. Et au final, on se rend compte que dans tous les systèmes qui sont pleins de règles, le plus drôle c'est juste de les détourner quoi, et c'est de petites heures. Et on en parle. Bah, c'est vraiment très bateau ce que je dis, hein, là, je suis désolé. Mais voilà. Peut-être retourner sur la page Wikipédia. Donc là, on avait joué avec des tables de quantisation. Excuse-moi, désolée, je vais juste en demander parce que comme je ne connais pas grand-chose. Il n'y a pas de souci. Table de quantisation, parce que là j'ai modifié un truc. Yeah. Oui, j'ai tout un et en fait, ce que je comprends, parce que c'est qu'en fait, tu as modifié un paramètre de l'image, c'est ça la table de quantisation. Alors, j'ai mis FF ouais. au lieu de 0. J'ai mis FF. D'accord. Et du coup, ça a modifié. Et du coup, ça a modifié sur toute l'image, en fait. C'est un des paramètres. Alors, ouais, c'est. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, table de quantisation. Alors, je pourrais partir vraiment en détail sur ce que c'est qu'une table de quantisation. En gros, les tables de quantisation sont des tables de coefficients qui, eux, définissent, qui font partie du mécanisme de compression. Du coup, agissent sur toute l'image. Et ce qui est drôle sur ton image, en fait, c'est que vu que tu n'étais pas là au début, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci, mais du coup, c'est cool. Et d'ailleurs, je t'inviterai à montrer ton image aux autres, si tu veux, c'est que toi, ton image, elle est beaucoup plus compressée. Et du coup, on voit les algorithmes de DCT dessus, en fait. D'accord, ok. On voit les petits macro-blocs qui apparaissent. Oui, elle était complètement C'est ça. Et c'est assez cool parce que du coup, on voit vraiment. Parce que j'ai pas sauvegardé, j'ai pas pris une image n'importe quoi, j'ai pris une image de base qui devait être. C'est ça, ouais. Comme tu as fait, là, j'ai pas fait progressif, j'en sais rien. Mais... C'est nickel, du coup. D'accord. Vous voulez qu'on voit ça après, mais c'est. Non, J'essaie. J'essaie. C'est super en fait. Moi, j'ai jamais eu la faute à faire ça. Mais c'est cool. En tout cas, les tables de quantisation et l'algorithme DCT, c'est vraiment quelque chose de dinguissime. Si jamais un jour vous avez vraiment beaucoup de temps à faire, ce qui ne sera jamais le cas. Mais c'est les gens qui ont pensé, vraiment je les admire, mais de haut en bas. C'est comment réussir à compresser quelque chose sans que ça se voit par nous et de manière purement mathématique. Et on a beau cracher sur le MP3, sur le JPEG et tout, mais c'est des choses qui sont très très bien réfléchies. Et quand tu penses au rapport qualité et poids de l'image, non mais il n'y a pas de photo. Bah, du coup, peut-être taper dans les tables de Huffman. On a fait ça ou pas? Non, on n'a pas fait. Donc les tables de Huffman, c'est du FFC4. Les tables de Huffman, pour le coup, ça, pareil, ça fait partie du mécanisme de compression de l'image, mais je ne sais plus du tout ce que ça fait. Donc juste reprendre mon image de base. Est-ce que j'ai tout merdé en faisant ça ou pas? Juste fermer ça pour le moment. Parce que mon Jonathan est entier. Donc le stun test, hein, c'est pas un bug, hein, c'était comme ça le Symfonian. Et du coup, l'étape de Huffman, c'est quoi? C'est FFC4. Je vérifie ça tout de suite. Les tables de Huffman, elles sont FFC4. Alors, un truc aussi, c'est que là, dans l'article Wikipédia, on peut voir écrit quoi? Payload? Ah merde, non, c'est payload. Je sais pas ce que ça veut dire payload. C'est en fait le paquet de données ensuite. Ok, bah c'est ça. On va son nom et ensuite ce qui correspond aux données. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est variable size pour la plupart. Il y en a un pour lequel c'est progress. Mais pour les tailles variables, en fait, c'est pour ça que c'est vachement pratique d'avoir le nombre de paquets défini
juste après la définition du marqueur. Donc quand on avait, donc là je vais refaire la recherche FF, du coup cette fois C4. Et il me semble que les tableaux de Hoffman ont pareil, une payload variable. Et du coup, encore une fois, les trois premiers bits qui sont juste après la FFC4 vont définir la taille de ces tableaux en elles-mêmes. Ici. Donc celles-là d'ailleurs sont assez courtes parce que c'est pas une grosse série de coefficients. Et il me semble, si je dis pas de conneries, que ça doit être pour la miniature et ça doit être pour l'image normale. Mais ça je crois, je dis vraiment une connerie. Comme je disais, je sais pas. Mais on va se modifier les deux de toute façon. Donc encore une fois, on va peut-être pas taper sur les trois premiers bits. Parce qu'ils ont une taille. Voilà. Donc je vais prendre le premier 0,0, le quatrième. Chaque FFC4, c'est un table de Hoffman. Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être même plus que 4. Hein. Il y en a peut-être moins de 2. Peut-être moins de 2 aussi. Toi, t'en as une? Moi, j'ai qu'une jaune. D'accord. Mais je pense que j'ai un autre format. Il y a rien, hein. Parce qu'il y a apparemment qui existe. D'accord. Moi, j'existe. Donc là, j'ai fait une petite edit sur le quatrième truc. Et mon fichier, tout d'un coup, il est libre. Donc, je suis assez content que ça n'arrive que maintenant dans le workshop parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. La plupart du temps, quand on fait du glitchard, on a juste des choses qui sont complètement illisibles. Et ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est sous Windows, s'il y a un truc que j'adore sous Windows, c'est que l'explorateur de fichiers, mais celui qui affiche les images, il est génial parce qu'il s'update automatiquement. Sous Linux, je sais pas si ça va le faire. On va juste faire un petit test. Donc FFC4, ici, boum, je vais mettre un 2 à la place, je peux sauvegarder. Oui, celui-là il s'update automatiquement aussi. Donc ça c'est assez pratique, si vous mettez l'image à côté, vous faites vos éditions, vous sauvegardez, hop, ça marche pas, hop, sauvegarder. Ça fait un workflow un peu plus sympa quand même. Voilà, ça marche pas. Ça a l'air vachement sensible, le top. Ouais, il y a moyen que ce soit que je me sois gouré, qu'en fait c'est trop sensible pour être touché quoi. On va essayer dans la deuxième table de Hoffman pour moi. Et si ça marche pas, on passe à autre chose. Hein. Ouais, trop sensible le machin. Alors j'aimerais bien en trouver un bien connu quand même. Un de mes marqueurs préférés, mais je me souviens plus lequel c'est. On va essayer de le retrouver. Je crois que ça va être le FFC2. Startup Frame Progressive Density. Ouais, ça c'est en progressif. Ben oui, c'est ça, putain, c'est pas nous. Donc pour le baseline, peut-être le FFC0. Ah yes. Donc le start of scan en fait, le SOS, c'est begin the top to bottom scan of the image. Donc en fait c'est à partir du SOS qu'on scanne le contenu de l'image en lui-même. Donc si je reviens en fait sur mon GIMP là, sur mon superbe dessin, boom, où je parlais de header, de contenu et de footer, le marqueur SOS, c'est celui qui est juste au début de l'image. Juste au niveau de la définition du contenu. Donc c'est lui qui va scanner vraiment du haut en bas. Donc en fait tout ce qui est avant le SOS, donc tous les marqueurs qui sont ici, sont des marqueurs qui affectent vraiment toute l'image. Avec les marqueurs qui sont après, c'est plus des marqueurs un peu pas forcément relevants parce qu'ils sont très peu souvent. Il y a un marqueur de commentaire par exemple, quand tu vas vraiment voir tes commentaires dans une image quand tu vas l'ouvrir dans Unigim quoi. Non, c'est une petite demi-heure. Désolé. Hein. Et du coup, on va peut-être se faire un FF0. Voir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est donc, pour ceux qui ont du baseline, ça va être du FFC0. Et pour ceux qui ont un format progressif, ça va être FFC2. Hop. J'ai FFC2 alors j'ai exporté en baseline. Yes. Moi je suis dégoûté. Bah, t'inquiète. Donc là, j'ai trouvé un FFC0.
Et pareil, ça a l'air assez court comme truc. Le prochain FF, il est juste Ah là. non, C'est bon, il doit y avoir 16 bytes quoi, à peine. Hop. Je vais m'en mettre l'image à côté comme ça me fait un bon workflow. Boom. Je tapais dans le 0,4, 0,5. Voilà, donc là j'ai tapé dans le 0,5 et ça m'a juste décalé un peu mon image comme ça. Pas forcément super intéressant. Il y a des belles choses à faire avec, vous prenez. Voilà. Donc là j'ai vraiment pas mal décalé l'image. Donc j'ai tapé dans FFC0 qui décale vraiment le startup frame. Et c'est beaucoup plus joli sur mon ordinateur. Hop, je vais zoomer ça et vous montrer ça ici plutôt. Sinon, ouais, non, mais zoomer là, c'est bien aussi. Ouais. Et en fait, ça, c'est comme, je sais pas si vous connaissez le feedback art, c'est quelque chose qu'on refait sur toutes les nouvelles technologies, comme première forme d'art, à chaque fois qu'on essaie d'exploiter une technologie. Ben ça, je sais pas comment ça s'appelle, cette technique-là, mais c'est quelque chose qui joue avec le début des lignes. Et c'est quelque chose qu'on faisait dans l'art du glitch analogue aussi, c'est quelque chose qu'on faisait dans le BMP, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le JPEG. Voilà, voilà. Ça, c'est un peu ma passion pour les marqueurs en JPEG. Après, je vous avoue que j'ai pas tapé énormément non plus dans les marqueurs JPEG en dehors des baselines, des prog, tester tous les settings et tout. Mais juste pour le fun, j'ai envie de voir si le tout premier glitch que j'ai jamais fait sur un marqueur, il marche encore. Ouais, c'est ça. Superbe. Donc ce que je vais, c'est que pour le coup, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, mais ce sucre le. La première fois que j'ai ouvert un JPEG baseline dans un fichier hexadécimal et que j'ai vu cette suite de lettres C, D, E, F, G, H, j'ai compris qu'elle m'appelait. Et j'étais là, tu es tellement lisible par un humain, c'est toi que je dois modifier. Et du coup, j'ai modifié le C. Parfois, tu modifies le 4 aussi, et c'était des très belles choses. J'ai rien qu'on le voit plus, mais sur mon ordi, on le voit bien aussi, il y a des marqueurs de quantification. Enfin, voilà, ça donne plein de résultats différents. Et en fait, ce byte, il est vachement pratique parce que il n'y a pas de compréhension derrière, je suis désolé pour ça. Mais ce byte il est vachement pratique pour quand on a besoin de faire du rendu vidéo très rapide. Quand, par exemple, on a envie de scripter quelque chose qui va faire du bug JPEG très rapidement, on va dire cherche cet endroit-là et modifie ce bit-là avec un caractère au hasard. Et à partir de là, on n'a pas besoin de faire une sortie avec sur plein de choses, pas besoin de chercher. Pas besoin de faire des modifications de partout, ce bit-là est super sensible. C'est lequel Ouais, t'as peut-être plusieurs. Ah ouais. Ouais. T'es sur un JPEG et tout? Je suis sur le JPEG. Ah ouais. C'est un exif. Ouais, ok. Ouais. Ça c'est. En vrai, c'est pour ça que j'utilise pas trop Adobe et tout ça. Pas par. Non, enfin, je suis pas un gros activiste, je m'en fous un peu de la plupart des trucs, mais ils intègrent vraiment beaucoup de données en plus dans tes fichiers. Et là, j'ai l'impression que tu as des données qui sont inutilisables pour le CPL. Ouais, grave. Mais en tout cas, je pense que. Limite, ce que j'avais fait une fois. Mais oui, voilà ce que j'avais fait en 2016, du coup, c'est au workshop, j'avais trouvé un enregistreur de JPEG en ligne. Et tous les gens, on était tous passés par le même. Et il y en a plein sur sinon, Gim, c'est vraiment un bon logiciel. Je vous le conseille. Sinon, je vous fais une blague. Qui est juste une bête. J'adore une blague. Ben voilà. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus là-dessus. Bah, vu que j'ai pas beaucoup de temps, peut-être que je peux surtout vous présenter un peu le glitch vidéo et vous présenter un script que j'ai écrit qui peut être assez marrant. Donc, je sais pas si vous êtes familier avec la compression vidéo tous, mais j'expliquais ça un petit peu tout à l'heure quand on montrait des images de compression vidéo. La merde, j'ai plus internet. C'est pas grave, c'est pas un drame.
Donc, juste enlever ça. Ah, damn it. Ça marche? C'est juste mon intérêt. J'ai gagné un mort avec mon tractable. Ah, ça c'est excellent. Certes. Le renderer, en fait, il le rend une fois et après il le rend une deuxième fois. Ah, yes. C'est progressif. Alors, ce qui est, le vert, c'est une couleur très connue dans le debugging. Dans VLC, tu as dû souvent remarquer, mais des choses deviennent vertes quand ça bug. Et en fait, c'est juste parce que c'est une des couleurs de défaut de VLC qui a décidé que le vert c'était assez. C'est tiré assez à l'œil pour dire il faut que ça change. Ça ne fait pas partie du truc. C'est un bug. Et pareil, VLC, quand il a beaucoup de bugs aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va tirer les lignes vers le bas. On va avoir une sorte de. Tu vas y voir, imagine le haut du visage de quelqu'un en vidéo, et tout d'un coup, tout le reste, c'est juste cette partie-là va tirer. Et pareil, c'est une manière de VLC à corriger les. J'aimerais bien que tu corriges pas tout. Voilà. Donc, pour expliquer vite fait la compression vidéo, je vais faire un petit dessin comme ça. Je vais agrandir après. Hein. Hop. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est juste une liste de I et P. Et il faut se dire que chaque I et chaque P en fait est une frame. Donc c'est une manière de lire la vidéo. Si c'est pas les uns à la suite de l'autre, c'est juste parce que j'ai pas de place sur mon ordi. Mais en gros, dans toutes les vidéos compressées, il existe, si je banalise, deux types de frames. Donc les frames I et les frames P. Donc les frames I, on appelle ça des keyframes. Les frames P, c'est des images prédictives. Donc dans les images clés, en fait, il y a toutes les données il y a toutes les informations. Donc une image qui est compressée mais qui contient toutes les données d'image. Et dans les images prédictives, il n'y a que les informations dont la vidéo a besoin d'updater. Donc par exemple, et pareil, en regardant la documentation des fichiers, je me suis rendu compte que tous les 0,1 WB, c'était des frames de son, tous les 0,0 DC, c'était des frames d'image. Et après, en allant plus loin, on se rend compte qu'il y a certaines frames. Là. Donc pour les images vidéo, en fait, c'est du. Putain, merde. Voilà. 64, 63, 10. Et la plupart du temps, en fait, on est 64, 63, 0 pour les images vidéo. On a ces deux choix. Et en fait, les 64, 63, 10, c'est des images clés. Et les 64, 63, 0, c'est des images prédictives. C'est aussi con. C'est juste, c'est un truc qu'il faut lire dans la documentation. Quoi. Et à partir de là, du coup, j'ai créé un petit script qui est assez marrant, qui va prendre une vidéo en input du coup. Donc c'est Python, enfin ça tourne sous Python. Il a la même syntaxe que FFmpeg. Donc I, on prend un VI. Et il y a la documentation dans le GitHub, mais en gros ce que je vais faire là, c'est que je vais multiplier avec un mode qui s'appelle le mode pulse toutes les frames prédictives sans sauter de frame prédictive. Hop, on va sauvegarder le fichier. Et oui, c'est vrai que j'ai mes trucs de VLC qui sont transparents, je suis désolé. Là, ça n'a pas fait beaucoup, mais ça... Oh, putain, on va à peine avec le truc du quadrat. Putain, bien. Peut-être le montrer sur mon ordi directement là. Hop. Attends, j'arrive. Fermez ça. Si vous voulez bien, je vais le faire ici plutôt. Donc là, j'ai multiplié par 2 les frames. Alors, c'est pas beaucoup, du coup, il n'y a pas vraiment de bug. Mais on va tout refaire. Et cette fois, on va multiplier par 10.
fait, tu changes de vecteur. Là, je multiplie tous les vecteurs. Ouais. Enfin, je multiplie pas les vecteurs, en fait, juste je duplique, pardon. J'ai dupliqué quoi. Donc en fait, tu le repars de toi. Voilà, c'est ça. Et ça donne vraiment des jolis. Enfin, les artefacts décédés, on les reconnaît vraiment bien en plus. Voilà. Après, là, c'est vraiment assez chum, mais ça peut se faire vraiment dans des trucs beaucoup plus jolis. Moi, j'aime beaucoup ce que ça donne sur la 4K. J'aime beaucoup ce que ça donne sur les films qui parlent de Renaissance ou de Moyen-Âge, parce que ça fait des belles peintures impressionnistes et tout. Voilà, voilà. Ouais, je pense que je finis là-dessus. Merci d'être venu à tout le monde. Donc, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter n'importe où. Il y a un site ou quoi, Glitchart? Ouais, enfin on est sur Facebook, c'est un peu chiant, j'essaie de faire bouger la communauté là. C'est un gros combat, parce que vu qu'on est beaucoup, c'est rien que trouver l'endroit où on va migrer, c'est une discussion qui dure des années. mais le GAC, si jamais, ça s'appelle ça le GAC, c'est... Si jamais vous voulez apprendre à faire du glitch, on a un groupe en particulier qui s'appelle Glitch Arts Collective Tooltime. Donc là, c'est vraiment des gens plus, pas plus sérieux, mais qui sont plus en mode partage de techniques et qui vraiment sont chauds à aider des gens qui veulent se mettre au glitch art, tout ça. C'est sur Facebook, Glitch Arts Collective Tooltime. Je ne sais pas si vous avez fait. Ouais. Mais en tout cas, sinon, n'hésitez pas à me contacter moi pour me demander si y a d'autres gens, je sais pas quoi. Pour que je vous envoie vers d'autres gens qui savent faire ci ou ça. Parce que je connais un bail de monde du glitch art, donc si vous cherchez un truc en particulier, je pourrais forcément vous diriger. Putain, il est trop marrant, c'est un sticker ça. Non, c'est Ah là là. Franchement, j'aimerais bien. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un truc, c'est tu prends une image et tu prends les données de ça, et tu prends une image à partir de ce stade-là, pour RNG la cible. Ça, c'est une question que j'avais. Est-ce qu'il y a un moyen de rendre genre, le script de Glitch interactif, je sais pas, la OSC ou quelque chose? Il y a trop de trucs. Genre, tu vois, je sais pas, genre, par exemple, tu vois, genre, je fais le petit truc au niveau musique, genre, le côté interactif de OSC, c'est cool qu'il y a encore des informations, quelque chose comme ça. Ben, en fait, ça se fait quoi. Est-ce que ça se fait ou? Ça dépend à quel degré en fait tu veux être puriste du glitch art tout le monde. Parce que nous on le fait, par exemple ce qu'on a bien aimé faire récemment, c'était on a fait un glitch booth. Donc des gens qui se mettent devant une caméra et il y a un film du coup, enfin il y a toutes les informations qui... non, pas un spectacle, c'était en fait on a une caméra qui filme des gens en direct. Et en fait le flux est assez lent et l'ordinateur est pas assez puissant pour projeter le flux assez rapidement. Et du coup il saute les frames, tu vois, et du coup il saute souvent des iframes. Et du coup les gens se mettent devant et tout, mais ce qui est projeté derrière du coup c'est bugué parce qu'il manque des iframes et tout. Du coup voilà, c'est souvent du racolage comme ça, mais...